Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast pour lequel je vous promets que j'ai vraiment parlé à Ryan Gosling pour de vrai. Cette semaine, on débriefe une des plus grosses sorties ciné du mois, Projet Dernière Chance, dans lequel Ryan Gosling est envoyé dans l'espace pour sauver le monde. En 2018, Ryan Gosling incarnait un homme qui pleure tout seul dans l'espace, dans First Man de Damien Chazelle. En 2026, il joue à nouveau un homme qui pleure tout seul dans l'espace, dans Projet Dernière Chance. C'est un peu Last Man en fait, après First Man. En tant que ryanologue certifiée et amatrice de films se déroulant dans l'espace, j'attendais ce nouveau projet de science-fiction avec beaucoup d'espoir et il me paraissait inévitable de ne pas lui consacrer un épisode entier du podcast. Que vaut le film de Phil Lord et Chris Miller ? Comment expliquer l'évolution de plus en plus comique et grand public de la carrière de Ryan Gosling ? Comment sait-on quand un câlin est fini ? Dans cet épisode, vous pourrez entendre mon interview avec les réalisateurs du film ainsi que quelques microsecondes d'échange avec Ryan Gosling. Et pour parler de Ryan, sa vie, son œuvre, je suis accompagnée de Matteo Maestracci, journaliste culture à France Info. Salut Matteo. Salut. Et toi aussi, tu as vraiment parlé à Ryan Gosling pour de vrai. Oui. Il s'est même moqué de moi. C'est vrai ? J'adore. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il est un peu taquin comme personnage. Il est ludique. Mathéo, j'ai envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu accepterais d'aller te suicider tout seul dans l'espace pour le bien de l'humanité ? Voulez-vous vous suicider ? Oui. Oui. Je sais pas. C'est toujours le truc, on dit oui parce qu'on veut être un héros et on veut être remarquable. Et en fait, au moment où ça arrive, je pense qu'on se pose des questions très individualistes. Donc, si c'est comme dans le film, c'est-à-dire que ça a du panache et un peu d'humour, et si ça sauve l'humanité, alors pourquoi pas ? Moi, pas du tout, hein, franchement. Mais merci du coup de te dévouer parce que voilà, moi, je resterai bien sur Terre et je regarderai la planète être congelée sans aucun scrupule. Je te félicite. I understand that you think I'm the right person for this mission. I understand the stakes. Object approaching. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us. Dr. Grace, the world is counting on you. Cette semaine, on parle donc de Projet Dernière Chance, le nouveau film en date de Phil Lord et Chris Miller, auparavant connus pour avoir réalisé l'excellent Lego Movie ou encore 21 et 22 Jump Street. En vedette, on retrouve l'un des meilleurs acteurs du 21e siècle et également mon petit ami imaginaire, Ryan Gosling, ainsi que l'Allemande Sandra Hüller et un gros caillou. La petite tradition dans ce podcast et dans mon podcast précédent, Ami, c'est d'essayer de résumer les films dont on parle en moins de 30 secondes. Mathéo, est-ce que tu peux résumer Projet Dernière Chance en moins de 30 secondes ? Le soleil est en danger et en fait, on se rend compte, les scientifiques se rendent compte qu'il y a une sorte de germe, de bactéries qui attaquent le soleil et du coup, notre planète, la Terre, est menacée d'une ère glaciaire dans les 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et on envoie une sonde pour voir ce qui se passe. On se rend compte donc que c'est une bactérie et parmi les gens qui vont être envoyés dans l'espace pour régler ce problème, il y a un prof de chimie, biologiste moléculaire, qui est envoyé, qui est donc joué par ton petit ami imaginaire. Bravo. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est très clair non plus, mais franchement, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que toute la partie scientifique, je pense qu'on peut vite l'évacuer. Enfin, c'est à la fois assez solide, de ce que j'ai compris, en termes de background scientifique, mais on peut aussi apprécier le film sans trop se préoccuper des détails. Moi, je pense que si je devais le résumer, je dirais que pour traiter une moisissure de l'espace, Ryan Gosling devient ami avec une imprimante 3D alien. Comment tu définirais ce Rocky, ce caillou, crabe, alien Moi, il m'a un peu fait penser à Clippy. C'est Clippy, c'est ça, le petit bonhomme qui apparaissait en trombone là sur Word. Grave. Je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'il a un côté stylisé. Oui, que c'est notre ami aussi. Comment je le définirais ? Bon, après, il est hyper attachant parce que le film tend vers ça, quelque chose d'enfantin et d'humaniste. Je pense que c'était vraiment... Ils se sont pas mal creusé la tête pour faire quelque chose qui avait jamais été fait avant, esthétiquement parlant, c'est-à-dire un alien qui ne ressemble à rien qu'on ait vu avant. Et donc, il joue beaucoup aussi avec ça, avec toute la découverte du personnage. Il est assez indéfinissable. Moi, j'aime bien le design. Je trouve ça assez rigolo. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop, on dirait un bretzel. Enfin, on ne sait pas trop à quoi le comparer, quoi. C'est très étrange. Et du coup,
c'est réussi, je trouve. J'ai vu des Américains qui ont dit qu'il ressemblait à un poulet de rôtisserie aussi. Donc c'est bien parce qu'on peut vraiment projeter ce qu'on veut sur ce personnage. Exactement. Selon ton degré de faim, voilà. Tu l'imagines différemment. Comme le film dure 2h20 aussi, on peut commencer par un bretzel et finir par un poulet si on a vraiment très faim. Exactement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est un design de créature qu'on n'a jamais vu auparavant. En plus, il est incarné par une marionnette, donc c'est pas du CGI, des images de synthèse, donc ça rajoute quelque chose d'encore encore plus unique, je pense, à l'écran. Mais en même temps, en termes de caractérisation, moi, je pouvais pas m'empêcher de penser à toutes les créatures de ce genre R2-D2 ou TARS dans Interstellar, qui sont des robots sarcastiques, en gros, qui ne comprennent pas trop le second degré à certains moments, mais qui vont être très drôles à d'autres et qui sont très attachants, alors que c'est pas forcément des créatures humaines. Et je trouve ça marrant parce que pour moi, il y a vraiment toute une lignée en fait de ce genre de personnage avant que celui-là, Rocky, arrive. Et pour moi, TARS dans Interstellar, c'était le plus proche de ça, tu vois. Ouais, la comparaison est très pertinente. Et moi, j'ai pensé à Interstellar parce que je me suis dit que ce film, c'était un peu Interstellar en moins intello, enfin en moins. Ouais, grave. On est moins paumé en fait. Et j'ai revu Interstellar il y a pas longtemps avec mes filles. Et en fait, des fois, on se regardait en rigolant parce qu'il y a quand même des moments de dialogue où on décroche complètement. Et il faut rendre hommage à ces androïdes dans le film de Christopher Nolan parce que, à ma connaissance, c'était la première fois que Christopher Nolan faisait de l'humour avec ses robots sarcastiques. Et c'est vrai que ça fonctionnait très bien. Everybody good? Plenty of slaves for my robot colony? I gave him a humor setting so he'd fit in better with his unit. Thinks it relaxes us. A giant, sarcastic robot. What a great idea. I have a cue light I can use when I'm joking, if you like. That'd probably help. Yeah, you can use it to find your way back into the ship after I blow you out the airlock. Chez Nolan, de manière générale, c'est vrai que tout est un peu plus sérieux. Chez Lord et Miller, beaucoup moins. Et pour moi, c'est la plus grande réussite du film, c'est qu'on a le sourire pendant tout le long. Et qu'effectivement, tout de suite, ils te prennent par la main. Enfin, moi, je suis une quiche en sciences, en maths, tout ce qu'on veut. Et le fait qu'un des premiers trucs qu'on lui demande quand il est réveillé de son coma artificiel, c'est 2+2, et que lui-même dit « Mais attends, je sais pas si je suis intelligent ou pas », tout de suite, on est de son côté. C'est censé être un mec qui comprend des trucs que nous, on ne comprendrait jamais. Mais c'est aussi un mec ordinaire qui enseigne à l'école et qui est un monsieur tout le monde. Et donc, ça marche très bien pour justement inclure le public sans faire les démonstrations de Nolan avec la feuille et le stylo qui traversent pour montrer les trous noirs, etc. quoi. Alors, si on veut être complètement honnête, ça leur a été aussi un peu reproché par certains critiques, et sans doute une partie du public, parce que je doute que 100% de personnes qui le voient vont adorer le film, de faire un peu du LOL avec la fin du monde, pour vraiment caricaturer, d'en faire un truc léger, un peu, bon... ça reste quand même une fiction, quoi. Faut pas monter sur ses grands chevaux pour si peu, je pense. Enfin, oui. Moi, et ça puis m'a je pas trouve gêné, que, moi non plus, parce qu'ils prennent au sérieux ce qu'il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même un aspect, j'irai pas jusqu'à dire politique, mais un aspect, oui, sérieux dans tout ça, dans le sens où les enjeux sont très clairs, la planète va mourir. On peut s'identifier à cette problématique, je pense, à l'heure actuelle. Et à la fin, d'ailleurs, on a fait un petit bond dans le temps et on voit qu'il y a eu des conséquences assez dramatiques à ce refroidissement de la planète. Et puis bon, on en parlera après de la fin, mais c'est un réfugié à la fin quand même, le personnage de Ryan Gosling. Donc je trouve qu'il y a quand même... Ils ont réfléchi aux conséquences de ce qu'ils racontent, mais c'est vrai que c'est aussi très drôle. Toi, du coup, bon, si j'ai bien compris, tu as aimé le film. Alors moi, comme pas mal de gens dont le cinéma est le cœur de métier, je vois 5-6 films par semaine dans les sorties au cinéma, donc j'en vois beaucoup. Et j'essaye vraiment à chaque fois, c'est pour ça que j'adore aller au Festival de Cannes, où on se croise souvent, j'adore Cannes parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. On a parfois 2 infos, mais il n'y a rien, même sur Internet, et c'est un truc de privilégié, mais c'est hyper grisant. Et donc, la plupart du temps, quand je vois des films à Paris, dont les bandes annonces sont disponibles, j'essaie de ne rien regarder, de ne rien lire. Là, je savais juste que c'était un blockbuster avec des réalisateurs cool, avec Ryan Gosling. Donc, j'y allais détendu, sans attendre forcément grand-chose, ce qui n'est pas du mépris, hein. C'était juste, emmenez-moi quelque part, faites-moi marrer, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je l'ai vu, j'ai ri, j'ai été touché, donc ça a vraiment fonctionné sur moi, et je trouve que c'est un blockbuster grand public vraiment réussi, vraiment. Ouais, je suis d'accord, et qui a beaucoup de qualités artistiques, tout en restant grand public, et justement le fait d'avoir privilégié des effets pratiques, des décors réels. Ils se vantent beaucoup du fait qu'ils n'ont utilisé aucun écran vert pour faire le film, et c'est vrai que pour un film dans l'espace, c'est plutôt remarquable. Le fait que Rocky, ce soit une marionnette qui était opérée par une équipe de 5 ou 6 personnes, et donc que Ryan Gosling avait un partenaire de scène, même si ce partenaire était une marionnette, ça change quand même quelque chose, et je trouve qu'il y a un côté tactile dans le film, qui fait pas non plus bout de ficelle, mais
mais on le sent quand même. On sent qu'on est en train de voir des vrais décors et qu'il y a une identité visuelle assez unique, que ce soit dans Rocky ou par exemple les costumes de Ryan Gosling et même l'aspect du vaisseau de Rocky qui ressemble à plein de fils de fer en fait. Enfin, il y a quelque chose d'un peu artisanal dans ce film que je trouve d'autant plus remarquable quand on sait que c'est un film avec un énorme budget et un gros blockbuster comme tu dis. C'est vraiment réussi sur les deux plans, quoi. Ils utilisent quand même beaucoup cet argument d'une pas de fond vert dans la promo et c'est tout à leur honneur, mais tu sens quand même que c'est quand même un duo de réalisateurs qui a fait leurs 10 derniers films ont fait plus de 200 millions de recettes minimum au box-office mondial, donc c'est aussi un pari à chaque fois qu'ils refont un film parce qu'il y a un gros budget comme tu l'as dit. Le film est coproduit par Ryan Gosling, donc la star est aussi très impliquée. On sent aussi que tous les Marvel d'avant sont passés par là avec trop de fond vert, avec des effets spéciaux où on comprenait rien, avec une espèce de bouillie rosâtre, et on sent quand même qu'ils veulent aussi dans leur promo s'affranchir de ça en disant voilà, mais c'est exactement ce que tu as dit, on vous fait un blockbuster familial, un blockbuster intelligent, saupoudré d'un peu de science, on garde l'esprit du bouquin d'Andy Weir, mais voilà, j'ai eu l'impression que ce côté il se gargarisait énormément de ne pas avoir fait de fond vert, alors que encore aujourd'hui, on peut encore faire des films comme ça, la preuve, sans que ce soit forcément un exploit ou un truc totalement maverick à Hollywood, quoi, oui. je trouve. Je pense que c'est remarquable parce qu'ils sont dans cette énorme machine et que donc, effectivement, il y a d'autres réalisateurs qui vont faire un truc plus artisanal par défaut. Et eux ont choisi de le faire comme ça, ce que je trouve plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est à la fois sa force et sa limite. C'est un film qui est très grand public. C'est pas du hard sci-fi non plus. Et créativement et visuellement, on reste sur quelque chose de très digestible en fait et de très fun. Donc c'est bien, ou digeste en fait, c'est ça le mot, digeste. C'est pareil. Digest, c'est bon. Ouais. Donc oui, je trouve que c'est quand même assez chouette qu'ils aient réussi à maintenir un certain équilibre. Et c'est pareil avec l'humour et l'émotion du film, où on sent qu'ils veulent jouer sur les deux tableaux. Et moi, ce qui m'agaçait beaucoup dans les Marvel à la fin, c'était que l'humour venait tout le temps freiner l'émotion, ou lui couper l'herbe sous le pied. T'as un moment d'émotion, et en fait, tous ils ont dit « Mais non, regardez, poète, on rigole, en fait, on n'est pas sérieux. » Et je trouve que ce qui est très réussi dans ce film et assez remarquable, c'est que l'humour vient compléter l'émotion. Non, mais je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, je trouve que, en fait, dès le départ, c'est une scène assez comique. Il se réveille dans le vaisseau, c'est très slapstick, il trébuche de partout. Et en même temps, il y a une musique très douce qui fait limite début de dramédie indé. Je trouve qu'ils ont réussi à mélanger ces deux tons sans que l'humour vienne être un truc un peu lourdingue pour dire « Eh non, regardez, en fait, on est rigolo et on veut faire du lol. » Oui, et puis je trouve que l'humour est assez fin. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut pas forcément ranger dans la catégorie humour, mais par exemple, quand il commence à communiquer avec Rocky, je trouve ça vraiment super. En fait, c'est des choses qui paraissent très simples. On pense même à E.T. de Spielberg, qui a quand même plus de 40 ans. Il commence à parler avec un traitement de texte. Ensuite, il y a une voix, et ensuite, il change la voix. Et tout ça, c'est extrêmement ludique. Et ça fonctionne très bien. Il y a un moment donné où il met la voix de Meryl Streep. Alors moi, j'étais vraiment plié de rire. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Effectivement, t'as raison, c'est pas lourd, c'est pas répétitif. Et on va en parler, mais ils ont aussi la chance d'avoir Ryan Gosling qui désormais assume complètement son côté comique, y compris avec des grimaces et compagnie. Et je trouve que ça fonctionne bien aussi grâce à ça. Peut-être que le défaut, du coup, enfin la limite du truc, c'est que du coup, on nous explique que c'est la fin du monde. Je parlais d'Interstellar tout à l'heure en me moquant un peu, mais à la fin, moi j'étais en larmes et je voulais qu'il résolve l'énigme, qu'il retrouve sa fille. Là, honnêtement, dans Projet Dernière Chance, j'étais pas cramponné sous mon siège à me dire le monde va mourir. Et du coup, ça permet une distance qui est bienvenue pour que ce soit un divertissement et pour rigoler. Mais du coup, on est peut-être moins accroché aux enjeux terribles qui menacent la planète parce que justement, il y a ce traitement plutôt léger. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai été émue par le film, mais pas non plus aux larmes. Enfin, je trouve que c'est plus l'aspect comédie et charmant qui m'a saisi que l'aspect dramatique. Mais t'as raison de parler de Ryan Gosling. Enfin, moi, les gens le savent peut-être, je suis une grande fan de Ryan Gosling. Oui. Dès qu'on le mentionne, ça te va. Mais c'est vrai que je le suis depuis longtemps et toute la première phase de sa carrière était une phase beaucoup plus sérieuse, marquée par beaucoup de projets indés et assez risqués aussi dans les personnages qu'il choisissait, même si il a aussi été vu par une certaine partie de la population tout de suite comme une coqueluche parce qu'il avait fait The Notebook. N'oublie jamais. Mais en fait,
Vraiment, parmi ses premiers rôles, il y avait quand même un juif néo-nazi dans Danny Balint. Alf Nelson, c'était un prof accro au crack qui développe une relation assez amicale avec une de ses élèves. Il y avait Lars and the Real Girl, où c'est un mec un peu loser qui est amoureux de sa poupée gonflable. Donc il y avait plein de choses, de projets assez surprenants et plutôt dans le côté film indé. Et puis il y a eu Drive, qui a été un peu le gros tournant. Film très sérieux, très emblématique et qui lui a aussi valu d'être assez critiqué parce qu'on disait qu'il savait faire que ça, c'est-à-dire les rôles de taiseux. Qui n'avait qu'une expression. Ouais. C'est ce que j'ai entendu la plupart du temps. Exactement. À son sujet à l'époque. Ouais. Et bon, moi, évidemment, j'ai toujours été en désaccord avec ça. Et je suis vraiment ravie de voir que sa carrière a pris un tournant plus comique. Je suis peut-être moins ravie du côté très grand public. J'aimerais bien le revoir aussi faire d'autres types de films et pas que des blockbusters. Et moi, je trouve qu'un de ses meilleurs rôles comiques, c'est dans The Big Short, qui est un peu à mi-chemin entre les deux. Et bon, c'est un personnage secondaire, mais je l'adore dedans. Benny Klieger over at Morgan is taking on some heavy losses in the bond department. Might be time to get a life jacket and get out. I mean, seriously, I feel like I'm financially inside of you or something. Okay. I'm jacked. I'm jacked to the tits! Good. Do you feel it? No. Mais c'est vrai qu'avec la nomination aux Oscars pour Barbie, je pense que ça a aussi achevé cette transformation en disant il est aussi très respectable dans ce qu'il fait de comique. Et ce film-là joue très bien sur les deux tableaux, c'est-à-dire que justement First Man, c'était le film sérieux par excellence. Il n'arrive pas à pleurer, il est obligé d'aller dans l'espace pour pleurer. C'est vraiment le même. Les hommes préfèrent aller dans l'espace qu'aller voir un psy. Ça coûte un peu cher du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, il a beaucoup de scènes où il pleure aussi dans Projet Dernière Chance, mais il peut vraiment exprimer toute la gamme d'émotions, à la fois des moments très dramatiques et un talent comique que moi je trouve immense. Donc je trouve ça vraiment chouette de le voir prendre ce tournant-là, quoi. Alors, il y a la question des cases à Hollywood. Et on en a parlé avec lui quand il est venu à Paris pour la promo du film, à un moment donné, les gens disent « Ah, mais finalement, il peut aussi être drôle ». C'est le problème des cases, c'est « Ah, à un moment donné, on devient un acteur dramatique. Ah, finalement, comme Steve Carell. Ah, finalement, il peut tout faire. Ah, s'il peut tout faire, c'est que c'est un excellent acteur. » Oui, mais ça l'est depuis le départ, en fait. Il faut juste arrêter de réfléchir en termes de cases. Il y a un autre souci, si je puis dire, avec Ryan Gosling, c'est qu'il est beau. Et en fait, ça peut être un fardeau. Alors, évidemment, les gens doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Oui, en fait, à Hollywood, Leonardo DiCaprio est très beau. Et il a fallu attendre, même après Titanic, il a fallu attendre peut-être Gangs of New York, qui pourtant, selon moi, n'est pas forcément un film très réussi, pour se dire, et finalement, il peut offrir aussi autre chose que des... Enfin, il a fallu attendre Martin Scorsese pour qu'il ait une sorte de notabilité, de sérieux. Tom Cruise, c'est pareil. Tom Cruise, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs hollywoodiens. J'adore Tom Cruise, je le trouve super, mais il est beau. Et pendant très longtemps, en fait, c'est comme s'ils avaient dû, même Brad Pitt, s'excuser d'être beau et qu'on ne prenait pas au sérieux, ni comme acteur, ni comme ensuite acteur qui pouvait faire différentes choses, différentes gammes ou des films dramatiques. Oui, et d'ailleurs, c'est un truc qui s'est retrouvé dans les Oscars pendant longtemps où les actrices, elles, gagnent l'Oscar de la meilleure actrice beaucoup plus jeunes et c'est souvent des ingénues qui sont toutes magnifiques. Et l'histoire de l'Oscar du meilleur acteur à Hollywood, ça a toujours été plutôt des acteurs qui étaient un peu plus âgés et ou qui avaient un physique plutôt comme les acteurs du nouvel Hollywood, genre Dustin Hoffman, etc. Et il y a certains des acteurs les plus beaux de l'histoire d'Hollywood qui n'ont jamais eu d'Oscar. Et Leonardo DiCaprio, t'as raison de le citer, il l'a eu pour The Revenant, qui était peut-être son personnage le plus laid, en fait. Et Ryan Gosling, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui lui a causé du tort aussi. Enfin, je suis contente que tu parles de ça, parce que j'avais écrit un article, il y a 10 ans, je crois, sur ça, en disant que le problème de Ryan Gosling, c'était qu'il était beau, et que du coup, il était traité comme les actrices, comme une pin-up, en fait. Il sert qu'à être joli, mais il n'a pas vraiment de talent. Et c'est maintenant, dans sa deuxième phase de carrière, que j'ai l'impression que les gens reconnaissent un petit peu plus son talent, mais en même temps, on critique tellement la chirurgie esthétique chez lui, ce qui est un truc qu'on fait pas trop d'habitude pour les acteurs, justement, et j'ai l'impression qu'encore une fois, il est ramené à son physique. Enfin, c'est quelque chose qui continue de le poursuivre, quoi. C'est peut-être pas anodin, le fait que lui soit un des acteurs qui soit maintenant le plus identifié comme ayant fait de la chirurgie, alors que dans la première partie de sa carrière, ça a aussi été un acteur qui était sans cesse ramené à son physique, quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent se permettre, entre guillemets, de vieillir naturellement, parce qu'on les a jamais rangés dans cette case de beau mec, pin-up, etc., quoi. Oui, et puis il faut quand même, du coup, dans son cas, et il rend lui-même hommage quand on lui parle du tournant dans ses rôles. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il enchaîne Drive, Blue Valentine, The Place Beyond the Pines, donc il est quand même dans des rôles de taiseux, toujours très beau, mais taiseux.
Mono-expression, j'aime pas, mais en fait, voilà, c'est quelqu'un qui, dans Drive, c'est une caricature, il doit avoir 6 lignes de dialogue. Et ensuite, lui, il rend hommage à, alors j'ai oublié le nom du producteur ou du réalisateur, mais il parle de Crazy Stupid Love, donc en 2012, qui est un tournant où, en fait, non seulement on le voit enfin comme un acteur qui peut faire de l'humour, et avec de l'autodérision, tout en restant très beau, etc. Et ensuite, tu as cité The Big Short. Il y a eu Fall Guy récemment, évidemment, Shane Black, Nice Guys. Mais The Big Short, effectivement, c'est peut-être celui que je préfère, où il est drôle. Il y a eu Barbie récemment. Voilà, avec ce mélange d'autodérision, c'est pas non plus méga sulfureux, parce qu'il reste toujours très beau, très plastique, etc. Mais il y a quand même tout un truc où il a une forme de génie comique. Il y a eu ces passages au Saturday Night Live où il est quand même à chaque fois hilarant. Papyrus. Oh my God, are you okay? What happened? Do you remember the Avatar logo? Yeah, it was tribal yet futuristic. Papyrus! Sure. Alors, dire qu'on le découvre, c'est sans doute... Enfin, le grand public le découvre autrement. Alors, c'est peut-être maintenant le truc inverse, on va lui proposer que des rôles humoristiques, faut voir, mais... Oui, et peut-être dans 10 ans, il reviendra à des drames plus sérieux et il aura enfin son Oscar du meilleur acteur. En fait, moi, je pense que ce que les gens ne réalisent peut-être pas sur Ryan Gosling, et notamment les gens qui disent qu'il a qu'une seule expression ou qu'il joue toujours les mêmes rôles, c'est que c'est un puits d'empathie. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui fait qu'il est fort dans Drive ou dans The Place Beyond the Pine, c'est que tout le monde n'est pas capable d'incarner un personnage qui ne parle pas et de lui donner de l'humanité, en fait, et de lui donner de la profondeur. Justement, chez beaucoup d'acteurs, ça pourrait tout de suite ressembler à un bout de carton, quoi. Et en fait, lui, parce que sans parler, il arrive à avoir cette empathie immense et cette gentillesse et cette mélancolie qu'on perçoit dans beaucoup de ses rôles. En fait, c'est pour ça que ça fonctionne. Et on le voit aussi, enfin, tu parlais de l'autodérision, on le voit dans ses interviews. Enfin, ça se voit que c'est un mec qui est pas très sérieux et qui a beaucoup d'humour. Et donc, je trouve que être capable de transmettre tout ça en ayant des rôles qui n'ont que 6 répliques, c'est justement la marque d'un très, très grand acteur, quoi. C'est quoi ton film préféré de Ryan Gosling ? C'est First Man. Pour Babylone, j'avais interviewé Damien Chazelle et je lui ai parlé, comme on a de la chance, il y a toujours des petits moments un peu de battement avant, après les interviews. Et je lui avais dit, avant de commencer l'interview, c'est toujours bien de flatter, comme ça après l'interview se passe bien, j'avais dit que First Man était son film que je préférais et il avait été... Il me connaît pas, il s'en fout, mais il avait vraiment été touché en disant que c'était celui dont on ne lui parlait jamais, par rapport à La La Land, même par rapport à Whiplash. Et moi, je trouve que c'est un super film. J'adore la musique. Alors, c'est pas ce que je préfère, mais la musique, déjà, est pas mal. Généralement, c'est un bon signe. Moi, c'est tous les ans, dans mon top des chansons les plus écoutées, il y a The Landing de Justin Hurwitz, de la scène de l'alunissage. Moi aussi, incroyable. Ça nous rapproche. Non, mais j'adore First Man. Je trouve que le sujet est connu, mais il n'avait jamais été fait et jamais fait comme ça. J'aime beaucoup toutes les références à l'étoffe des héros. Je trouve que Ryan Gosling est super. Et moi, c'est dans ce film-là que je me suis dit, ouais, voilà, c'est un super acteur. Il y a quelque chose de moins unidimensionnel qu'on pensait. Il y a un super cast avec Claire Foy, Jason Clarke, j'en oublie plein, mais plein d'acteurs en plus qui étaient à ce moment-là dans des séries et qui avaient vraiment une tronche ou une présence, et le cast était vraiment génial. Et voilà, je trouve que, je sais pas, c'est un film qui m'a énormément ému, que j'ai vu plusieurs fois. Pour moi, il est beaucoup trop sous-estimé, ce film-là, et il mériterait qu'on en reparle. Je suis content de savoir que tu l'aimes aussi. Je suis d'accord, c'est facile de l'oublier, étrangement. Enfin, à part quand je réécoute la musique, je pense moins souvent à ce film. Alors que La La Land, moi, je pense que, même si c'est très difficile de choisir un préféré dans toute sa filmographie, je pense quand même que c'est La La Land. Je pense que c'est celui que j'ai le plus revu. Et c'est aussi sans doute celui qui, pour moi, lui a le plus permis d'exprimer les 2 aspects, justement, de son talent, puisque c'est un film qui est vraiment drôle et qui a été, justement, je pense que les gens le voient avant tout comme une comédie musicale et une romance, mais c'est vraiment une comédie aussi. Enfin, il y a le comédie musicale est parfaitement respecté dans ce film-là, et en plus il chante et il fait des claquettes, et il a aussi un aspect dramatique qui est toujours excellent. Donc moi, je pense que c'est clairement celui-là mon préféré. Est-ce que tu connais le groupe de Ryan Gosling ? J'en avais entendu parler, j'ai eu un rappel avec ta vidéo où tu avais amené des vinyles, je crois. Le Dead Man's Bones. Je me suis dit, j'ai peut-être une seule chance dans ma vie de parler à Ryan Gosling. Il se trouve que j'ai le vinyle chez moi. Si jamais la vibe est bonne, par exemple, si j'avais fait une interview avec lui ou quoi, je l'aurais peut-être sorti en lui disant, je suis aussi méga fan de votre musique. Je pense qu'il y a peu de gens qui lui en parlent, justement, de ce side project qu'il a eu. Et donc, je me suis dit, why not ? J'ai prévu le petit marqueur et le vinyle au cas où. Mais en arrivant sur le tapis rouge, je me suis dit,
S'il voit ça, ça va le déconcentrer et je vais peut-être pas avoir l'opportunité de poser mes questions. Donc, je l'ai vraiment planqué dans mon gros tote bag et j'ai essayé. Et il a vraiment l'œil parce qu'il a repéré le centimètre carré qui sortait de mon tote bag. Ah ouais. Et donc, voilà, ce que je ne voulais pas qu'il se passe s'est passé. Il m'a interrompu pendant que je posais ma question pour me dire « Mais c'est mon vinyle, ça !» Hi, this is my very tiny mic. It's very tiny mic. Hello. Is that a Dead Man's Bones record? Yes, I thought it was maybe lame, but I wanted you to I was like, you have cool ghost earrings. Is that a Dead Man's Bones record? Yeah. All right. It's cool that you brought it. Thanks. Et donc, du coup, après, je lui ai proposé effectivement de le signer. J'avais demandé à l'attaché de presse avant, américain. Je lui avais dit, est-ce que c'est hyper ringard de faire ça ou pas? Il m'a dit, non, vas-y, il sera super content et tout. Donc, sinon, je l'aurais pas fait, mais voilà, je me suis dit, c'est peut-être ma seule chance de faire ça. Ouais, mais ça donnait un échange sympa. Non, mais après, pour répondre à ta question de départ, je connais pas. Enfin, maintenant, je connais le nom, mais j'ai jamais entendu, je pense. Je vous conseille vraiment d'écouter Dead Man's Bones si vous êtes curieux. C'est un projet qu'il avait lancé avec un ami à lui qui était producteur aussi. Et bon, ils se sont arrêtés quand ils sont devenus très célèbres tous les deux. Je crois que c'était en 2007-2008 qu'ils ont fait ce projet-là. Ils ont décidé d'enregistrer avec un chœur d'enfants et de jouer tous les instruments eux-mêmes, y compris ceux qui ne savaient pas jouer. Donc, il y a un côté très artisanal, autodidacte, qui est vraiment super. Et c'est un projet d'album avec des thèmes un peu spooky, sur les loups-garous, les fantômes, tout ça. Donc moi, vraiment, cet album était fait pour moi. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai porté mes boucles d'oreilles fantômes quand je suis allée à l'avant-première et qu'il les a remarquées aussi. Donc j'étais très contente. Même si du coup, j'ai pas fait d'interview. Enfin, on a juste parlé pendant 30 secondes et après, c'était fini. Mais bon, ça valait le coup. Je voulais te demander ce que tu avais pensé de la relation entre le personnage de Ryan Gosling et celui de Sandra Hüller dans le film. Donc, elle joue une scientifique qui est, la personne qui va décider de l'envoyer dans l'espace. Comment tu qualifierais cette relation dans le film et est-ce que ça t'a parlé ou pas du tout? C'est une relation qui est à la fois importante et un peu secondaire, en tout cas narrativement parlant, d'après ce qu'ils ont voulu en faire, je pense, mais je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas à quel point elle est importante dans le livre. C'est assez marrant parce que le fait qu'ils prennent Sandra Hüller, qu'on a quand même découverte avec Tony Erdmann, donc qui était quand même un film indépendant, allemand, quand même sacrément branque. Ensuite, il y a eu Anatomie d'une chute et beaucoup d'autres choses, évidemment, et c'est une grande actrice, et Jonathan Glazer aussi pour La zone d'intérêt. C'est assez marrant de la voir dans un blockbuster, très honnêtement, moi je m'y attendais pas. Avec une perruque atroce. C'est vrai. Pour le coup, ça, j'ai pas compris. C'est vrai que les cheveux de Ryan Gosling sont mieux, comme d'habitude. Je sais pas, je suis partagé en fait. J'en garde pas grand-chose de cette relation, je garde pas grand-chose de son personnage. Elle a cette espèce de noblesse théâtrale qui donne une vraie épaisseur au personnage et du coup, son personnage devient de fait important. On doit comprendre qu'il y a une forme de romance entre eux, même si ça reste quand même assez platonique. Et puis en plus, les années-lumière de distance n'aident pas. Ça, j'aime bien, le fait que ce soit pas un love interest trop balourd. Moi ça, aussi. c'est plutôt intelligent et ça change. Très honnêtement, c'est pas ce que je retiens le plus du film, quoi. Non, mais c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que moi, j'ai commencé à lever les yeux au ciel quand j'ai eu le sentiment qu'il nous emmenait vers une romance entre ces deux personnages. Et j'étais vraiment soulagée que ça ne soit pas le cas. Je trouve que c'est beaucoup mieux, en fait, ce qu'ils ont choisi de faire. J'ai pas lu le livre non plus, donc je sais pas comment ça se passe dans le livre, mais j'aime bien le fait qu'il y ait une tension entre eux qui est évidente, mais qui est pas particulièrement romantique, ou en tout cas si elle est pas consommée, quoi. Puis elle va le trahir quand même, donc c'est pas un super rapport entre les deux. Et j'aime bien le fait que, surtout quand il s'agit d'une femme qui est scientifique et qui a un rôle vraiment plus opérationnel dans le film, qu'on la ramène pas à une histoire d'amour non plus. Et je pense qu'en fait c'est très important pour le film parce que c'est un film qui parle de communication et d'amitié, qui est un peu le thème de prédilection de Lord et Miller dans tous leurs films. Et en fait, c'est marrant parce que le film fait des métaphores sur les relations amoureuses, je pense. Enfin, quand Rocky débarque dans le vaisseau de Ryan Gosling et qu'il lui dit « Ah non, mais il faut qu'on ait des boundaries, c'est hyper important, chacun doit avoir son espace. » Enfin, moi, j'avais plus l'impression de voir une discussion de couple qu'une discussion amicale. Oui, ou des colocataires, c'est très drôle. Ça. Ouais, voilà. Mais en même temps, c'est clairement un film sur l'amitié et le fait que justement, ce personnage de Grace qui n'a... personne, c'est ce qu'on lui dit sur Terre, va trouver une relation qui lui donne un peu un sens dans l'espace. J'ai bien aimé cet aspect-là du film. À la fois, je trouve que c'est très dur de dire à un personnage t'es célibataire et t'as pas d'enfant, donc tu peux aller te suicider dans l'espace, parce qu'en gros, on s'en fout de ta vie, quoi. Ta vie n'a pas de poids parce que tu n'as pas de proches dans le sens le plus conventionnel du terme. C'est un peu violent et en même temps, c'est aussi très joli de dire, justement, il est pas très aimé sur Terre, mais il va trouver un
partenaire, un ami, et aussi une planète refuge, en fait. C'est-à-dire qu'il va être accepté par d'autres entités qui l'apprécient plus à sa juste valeur que les gens sur Terre ne l'ont apprécié. Et donc, j'aime bien ce parallèle-là, en fait, avec à la fois l'histoire d'amitié et l'histoire de réfugiés, quoi. Et peut-être qu'il y a eu un ascenseur émotionnel chez Sandra Hüller quand son agent l'a appelé pour lui dire « Tu vas faire un blockbuster où tu auras un début de romance avec Ryan Gosling. Ah, mais ça restera platonique. » C'est clair. Non, mais c'est une plaisanterie pour dire que j'étais d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur le fait que on ne retombe pas dans quelque chose de caricatural ou d'invraisemblable ou de bêtement chimique entre les deux personnages. Et puis, il faut quand même mentionner brièvement, mais mentionner la scène de karaoké. Parce que moi, j'ai vraiment failli me lever de mon siège et crier « Sandra Hüller karaoké, Sandra Hüller karaoké !» Parce que tu as parlé de Tony Erdmann, moi c'est un de mes films préférés. Et la scène de karaoké dans Tony Erdmann débloque beaucoup de choses dans le film et elle est absolument légendaire. Et donc voir qu'ils lui ont imposé une autre scène de karaoké, apparemment en plus c'était pas prévu dans le script, mais c'est Ryan Gosling qui a eu l'idée de la faire chanter parce qu'il l'a entendu chanter, il trouvait qu'elle chantait bien. Je sais pas si Ryan Gosling a vu Tony Erdmann ou si c'est une coïncidence que deux de ses plus grands rôles impliquent une scène de karaoké. Mais là, pour le coup, elle chante bien, contrairement à Tony Erdmann, donc ça donne un peu l'autre face de la pièce. Mais j'étais trop contente de l'avoir avoir une autre scène de karaoké. Oui, j'ai un rapport très très compliqué à Tony Erdmann, donc si je veux que tu me réinvites, je vais pas dire tout ce que j'en pense. Sache juste que je l'ai lancé avec ma femme un 31 décembre en me disant il paraît que c'est drôle. Et j'ai vu comédie allemande 2h30, 3h. Je crois que c'est même 2h40, ouais. Et ouais, alors, et c'est cringe, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand j'ai vu le père arriver en gorille, là, ça n'a pas marché du tout. Je me suis dit mais peut-être qu'il faut que je lui redonne une chance. Ouais, bah clairement, je pense qu'un 31 décembre, chance, ouais, c'est. Non, mais tu m'en veux pas, hein. Non, je pense que la pluralité de goût et d'opinion est extrêmement importante dans le monde. Bon, très bien. Mais ouais, moi j'adore Tony Erdmann, mais je me souviens d'avoir emmené des amis le voir quand il est sorti en salle. Ils sont plus des amis. Et ouais, ils m'ont dit, mais tu nous as emmené voir quoi en fait là? Mais non, allez voir Tony Erdmann, c'est trop bien. Je voulais qu'on parle aussi des costumes. Je les trouve particulièrement réussis parce qu'ils sont tout de suite emblématiques et c'est pas forcément toujours le critère le plus important pour des costumes de film, mais je pense qu'un bon costume, généralement, c'est quand même un costume dont on va se souvenir et aussi un truc qui pourrait devenir un costume d'Halloween l'année d'après. Là, on a le ciré jaune de Ryan Gosling, on a les Converse, on a tous ces petits pulls très sympas qu'il porte dans l'espace. La tenue aussi, la combinaison qu'il porte, la combinaison rouge dans l'espace, et puis après la combinaison un peu chelou qu'il porte pour aller rendre visite à Rocky. Enfin, je trouve que vraiment le travail sur les costumes est exceptionnel dans ce film. Est-ce que toi, c'est un aspect qui t'a parlé? Alors, normalement, non. C'est pas un truc auquel je fais gaffe, mais je sais que mes filles, j'ai des filles qui ont 16 ans et qui adorent, après un épisode de série où elles adorent googler les fringues qu'elles ont vues parce que c'est devenu un vrai business. Aujourd'hui, les fringues qu'on voit dans des films, dans des séries, sur des tapis rouges, tu sais, à chaque fois maintenant, le lendemain du Met Gala, tu as quasiment des articles qui mettent des liens vers les fringues qui ont été, qui sont accessibles financièrement. Et pour la première fois, j'ai googlé un vêtement que j'ai vu dans un film. Donc, comme quoi ça répond à ta question. C'est vers le début. Alors, il a plein de t-shirts très humoristiques. On se croirait un peu dans un Tarantino. Oui. Des t-shirts à messages très variés. Qui font d'ailleurs. Des jeux de mots scientifiques. J'aime genre beaucoup. L'élément de surprise. Ouais, avec le tableau des éléments et tout. Je sais pas si tu te souviens, vers le début, il a un sweat beige ou blanc. Il y a le nom de la mission dessus. Il y a une sorte de rainbow. Oui. Tu sais, comme Kodak ou tu sais, comme un truc multicolore avec des rayures. Et je l'adore. Et je me suis dit, waouh, putain, il est trop beau ce sweat. Pardon pour le gros mot. Et donc, du coup, j'ai googlé. Et alors, il y a des petits malins qui s'étaient amusés à prendre un morceau de la bande-annonce pour faire croire qu'ils l'avaient déjà mis en vente et tout. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais j'adore ce sweat. Et donc, si un jour on peut vraiment l'acheter, même si ça fera vraiment de moi un Yankee du merchandising du film et d'Hollywood, voilà. Donc, comme quoi ça a fonctionné sur moi. Ouais, non mais je suis complètement d'accord et t'as raison de le dire. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus des films qui même pensent à ça en fait en amont. Moi, c'est un peu ce qui me désespère, c'est-à-dire qu'en voyant le film, je me disais oh là là, ils ont déjà pensé à tout avec la petite balle qui représente la Terre, le petit bonhomme en fer là qui lui envoie à la fin. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qu'on peut marketer et vendre ensuite dans une boutique de merch. Et pareil, les t-shirts. Enfin, moi, je veux grave les t-shirts scientifiques, même si j'ai été collée en cours de physique-chimie tellement j'étais nulle, mais je pense que c'est à la fois un petit peu triste que cet aspect commercial en fait ressorte tout de suite dans un film pareil et en même temps un peu inévitable. Et je suis d'accord, moi j'ai adoré les costumes et ouais, c'est comme les vestes Marty Suprême ou les trucs comme ça. Enfin, je suis pareil, je suis totalement cliente. Et puis souviens-toi dans Jurassic Park, il y a une scène où il rentre dans Laura Dern rentre dans une sorte de bunker où il y a du merchandising de Jurassic Park.
Et moi, j'avais vraiment trouvé ça génial à l'époque. Le film était déjà en soi un TGV pour faire plein de millions de dollars de royalties avec les produits dérivés du film. Et il y avait les produits dérivés du film qui étaient les produits dérivés du parc, dans le film. Et j'avais trouvé ça vraiment génial que Spielberg fasse c'est vrai. Donc, depuis, ce que je veux dire par là, c'est que le merchandising assumé et intégré au film, bon, ça fait partie du jeu, on peut le déplorer, hein, oui, mais c'est ça. Voilà. À la fois ça et les attractions de parc. Où parfois, il y a certains films où tu te dis ça va être un manège, en fait. Genre, tu vois, telle scène, ils ont déjà pensé au manège Tony au moment Herman, où... notamment. Putain, ce serait génial. Ah oui. Un parc d'attractions Tony Si vous Herman. nous écoutez. Cadeau de Saint-Valentin, S'il y a des mécènes qui sont intéressés. J'essaye d'imaginer les trucs avec les petits fours au sperme. Ah ouais. Et ouais, vraiment, il y a pas mal de choses à faire, je pense, sur ce film. Des belles attractions. Oui. Et donc, puisqu'on parle de costumes, toi, quelle paire de chaussures tu prendrais pour partir sauver le monde dans l'espace ? Des Air Max. Pardon, on cite encore une marque. Enfin, je n'ai pas dit la marque, mais bon, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. Non, j'aime beaucoup les Air Max parce que je trouve que c'est à la fois stylé et hyper confortable comme chaussures. Donc vraiment, moi, ce seraient mes chaussures totem pour l'espace. Ouais, je valide. Moi, je pense que je prendrais des Birkenstock. Parce que c'est très confortable aussi. Et l'espace, ça a l'air d'être globalement inconfortable comme expérience. Donc, je me dis autant avoir des pieds qui sont, tu vois, un peu ménagés par tout ça. Même s'ils résisteraient sans doute pas au spacewalk. Mais bon. La fin du film est un peu longue, non ? Oui. Après, je leur sais quand même d'avoir réussi à pas faire trop mièvre. Voilà, et ça, c'est pas mal. Voilà, je m'attendais à plus de violons, plus de trucs un peu dégoulinants. Moi, je pensais Après, vraiment qu'il allait... On peut pas la révéler, j'imagine, la fin. On va pas la révéler. Alors, moi, je suis team spoiler, spoiler. total. Donc, Mais je trouve ça sympa, moi. Oui, c'est vrai que c'est un peu long. Mais quand il fait la classe à des petits Rocky, je trouve ça quand même... ça, c'est en fait la fin, ouais. Je la trouve hyper réussie. Justement, le fait qu'il soit sur cette planète, et je l'avais vraiment pas anticipé, donc j'ai bien aimé être surprise aussi. Moi, je pensais qu'il allait rentrer sur Terre. Et donc, j'avoue que au millième rebondissement où tu dis ils vont encore ressusciter d'entre les morts, soit Rocky, soit lui, parce qu'il aurait arrivé plein de choses pendant tout le film. J'étais là, non mais c'est bon là. En fait, moi j'ai besoin d'aller manger, aller aux toilettes, tout ça. Il faut que ce film se termine. Mais je reconnais que vraiment la dernière séquence, elle est super. Ouais. Et on se dit que c'est même une meilleure alternative au fait de retourner sur Terre, puisque là, en plus, il est avec son meilleur pote, qui est un crabe de l'espace. Donc, et ça fonctionne quand même. Tout à l'heure, je te disais que j'étais pas forcément hyper attaché aux enjeux du film, et j'ai un peu menti parce que quand il revient, quand il décide, donc on l'explique aux auditeurs, il a le choix entre soit rentrer sur Terre et donc abandonner Rocky à son triste sort, soit ne pas rentrer sur Terre, prendre le risque lui de mourir ou de dériver dans l'espace, en tout cas de ne jamais rentrer à la maison et d'aller sauver son copain et peut-être préserver donc l'espèce. Et honnêtement, quand il y retourne, qu'ils retournent le chercher et qu'ils attendent de se retrouver, ça m'a quand même pas mal ému. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est peut-être sans doute un peu trop long. Je suis d'accord. Les câlins, les scènes de câlins ont super bien fonctionné et je pense que c'est pas évident non plus de vendre une scène de câlin avec une boîte en verre globalement et de rendre ça touchant. Et j'avoue que c'est peut-être le moment qui m'a le plus ému, c'est le câlin avec Rocky. Donc non, ils sont forts quand même. Le film est déjà dans la course aux Oscars. Ça me semblait évident. On vient à peine de se reposer là. C'est ça. On n'est même pas remis de cette course-là, mais ça me semblait tellement évident que j'ai posé la question justement au RP américain. Parce que on commence à se connaître un petit peu justement de la campagne précédente. Donc je lui dis, mais là, vous êtes en train de faire une promo délirante. Vous pensez aux Oscars de l'année prochaine ? Et il m'a dit oui. C'est 1 an du coup en avance. Ça paraît un peu tôt. D'habitude, la course aux Oscars démarre vraiment en septembre-octobre. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que le film se mette déjà à penser à ça ? Est-ce que tu penses qu'il a ses chances ? Nous, évidemment, le comparatif le plus évident qu'on a, c'est les Césars. Et je sais que généralement, les films qui sortent en janvier, février, donc 1 an avant, sont habituellement plutôt condamnés. Soit ils ne sont pas du tout nommés, soit... Mais là, je viens d'être démenti par L'Attachement de Karine Tardieu, qui a eu le César du meilleur film et qui était sorti en février 2025, donc 1 an avant. Ouais. C'est fort parce que ça veut dire que tout ce qu'il y a eu après, finalement, pour les votants, était moins bien. Mais là, le truc, c'est qu'on est quand même une année, je vais en oublier plein, mais on est quand même une année où il y a un nouveau Nolan, un nouveau Spielberg, et évidemment, j'en oublie une quarantaine. Donc, je me dis que même si les films... Alors, il y aura... Peut-être qu'ils seront pourris, hein. Peut-être que Spielberg va faire une grosse bouse. Peut-être qu'humiliation habituelle, peut-être qu'ils n'auront que des Oscars techniques, comme on dit. Mais ce qui est très bien, mais tu vois ce que je veux dire. Quand James Cameron, pour tous les Avatars, n'a eu que des Oscars techniques par-ci par-là, je me dis que c'est un peu sévère. Mais bon. Après, Nolan, il vient de l'avoir, donc je pense qu'il peut laisser sa place cette fois-ci pour Best Picture, en tout cas. Oui. Moi, je pense que clairement, ils veulent faire campagne, et notamment pour Ryan Gosling.
Moi, je suis pas sûre que ce soit ce projet-là qui lui décroche un Oscar du meilleur acteur. Mais bon, c'est bien d'essayer. Hein. Même si je suis la première à dire que je trouve que c'est un acteur de génie, je pense vraiment pas que ce soit ce projet-là qui lui permette de décrocher la statuette, quoi. Non, mais disons un film moins, tu vois, entre indé et blockbuster, peut-être moins codifié, un truc un peu polar à la James Gray et tout, j'achète, moi. Ouais, un Scorsese. Ouais, il est en train de tourner le prochain, il est pas dedans, mais bon, on sait jamais. Peut-être celui d'après. Comme je sais que vous adorez les recos de films dans ce podcast, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de parler de films dans l'espace. Moi, c'est un genre que j'aime beaucoup, même s'il y en a quand même beaucoup qui sont pas très bien dans cette catégorie-là. Mathéo, ton top 5 des meilleurs films dans l'espace, ce serait quoi ? Alien. Ok, on a le même numéro 1. Sans réfléchir. Faut que ce soit dans l'ordre ? Non, pas forcément. Non, pas forcément, mais ouais. Alien, Interstellar, j'adore Interstellar. Je crois que je l'ai assez dit. Je vais me faire insulter, mais je mettrai pas forcément 2001, même si je... Non, mais voilà. Oui. Après, je reconnais tout ce que le film a apporté. Il y a une différence entre bons films et films qu'on adore aussi. Voilà. Non, parce que tu sais pourquoi ? Parce que je vais mettre un truc comme Event Horizon, qui est globalement une bouse. Non, mais c'est un plaisir coupable de malade. Et j'adore Event Horizon, c'est nul, mais ça j'adore. Donc, je crois que je l'ai pas vu. Donc je vais le mettre. C'est quoi le pitch ? Avec Sam Neill, je sais même pas si je pourrais te raconter. C'est Paul W.S. Anderson, tu sais, qui a fait que des films un peu cata. Et c'est avec Sam Neill, Lawrence Fishburne, je crois. C'est un truc dans l'espace où en fait ils arrivent sur un vaisseau qui a été possédé et ça part totalement dans tous les sens. Et oui, je sais pas, j'adore. C'est un film des années 90, totalement bas de plafond. Donc ça fait 3, First Man, donc on en a parlé tout à l'heure. Je sèche sur le 5e. Vas-y, donne-moi les tiens. Moi, j'ai noté Alien, numéro 1, je pense incontestable, c'est un de mes films préférés. Je mettrais 2001 quand même, je pense, même si c'est pas un film que j'ai revu 18 fois, mais je l'aime beaucoup. Barbarella, de Roger Vadim, 1968, c'est un de mes films préférés aussi. Je serais incapable de te raconter ce qui se passe dans ce film, mais je trouve que c'est un des films les plus beaux visuellement de tous les temps, et hyper créatif et artisanal aussi, justement. Enfin, c'est ce que j'aimerais voir plus dans des films d'espace d'aujourd'hui, ce genre de costumes et de décors. Interstellar aussi. Et un film qui n'est pas considéré comme bon, je crois, par pas mal de gens, mais Deep Impact de Mimi Leder. Voilà un autre plaisir coupable. Ouais, moi j'adore. Et qui est sorti au même moment qu'Armageddon et qui a un peu la même histoire, c'est-à-dire que c'est une météorite qui doit s'écraser sur la Terre. Et donc, disons qu'Armageddon, c'est celui qui est plus resté dans la postérité que Deep Impact. Mais moi, je préfère vraiment Deep Impact. Ça se passe pas que dans l'espace, mais il y a notamment une mission dans l'espace pour essayer d'éviter que la météorite ou l'astéroïde ou je sais pas quoi détruise tout. Vraiment, je pense que c'est peut-être l'âge auquel je l'ai vu aussi, mais ce film m'a laissé une très très forte impression. J'ai trouvé mon 5e. Vas-y. Gravity. Ouais, pas mal. Alfonso Cuarón. Mais non, mais parce qu'en fait, quand Gravity est sorti, moi je l'ai vu en 3D au MK2 Gambetta, c'était blindé au point qu'il y avait des gens qui étaient assis sur les marches de la salle. Ah ouais. Et j'ai vraiment pris une vraie claque, vraiment comme je l'ai vu, la fameuse blague, comme le réalisateur aurait aimé qu'on le voit. Non mais tu vois, avec des lunettes et des machins, avec ma femme, et on était à fond. Et ce qui a beaucoup été dit à l'époque, je suis pas sûr que le film tienne un deuxième visionnage sur une télé, j'en sais rien. Mais ce qui a beaucoup été dit à l'époque, c'est que ce film n'avait pas de scénario. Et je trouve ça totalement con. Enfin, je trouve que c'est une phrase qui... Ça peut se débattre. Je dis pas qu'il faut aimer absolument, et ça peut se débattre, mais ça veut... pas de scénario, ça veut rien dire. Tu peux pas budgéter un film à Hollywood en disant, les gars, par contre, le scénario, il y en a pas, on s'en fout. Oui. Non, c'est pas possible. Sauf David Lynch, mais bon, la preuve, il les budgétait pas très bien non plus. Donc autre chose. Mais non, moi, Gravity, c'était un super souvenir, un vrai souvenir de pur cinéma, de pur divertissement. Et donc, je le mets là-dedans. Je l'avais vu aussi à sa sortie, mais j'avais été un peu saulée à la fin par l'histoire de la chaussure rouge de sa fille. Enfin, je sais, en fait, c'est bon, meurs, laisse-nous tranquille. Mais je reconnais que c'était assez impressionnant techniquement de voir ça au cinéma. Moi, j'avais pas du tout connu Avatar, par exemple. Enfin, je l'ai vu 10 ans après sa sortie sur un ordinateur, donc clairement pas comme James Cameron l'aurait voulu. Donc, j'ai pas connu ce choc esthétique-là, mais je l'ai connu avec Gravity, quoi, l'espèce de basculement qu'on a eu avec ce film-là, de se dire, waouh, il y a plein de choses qui sont possibles au cinéma qu'on n'aurait pas imaginé avant. C'est pas un film dans l'espace, mais c'est un film d'Alien, et je pense que ce serait bête de pas le mentionner. C'est Premier Contact ou Arrival de Denis Villeneuve. Pourquoi ? Parce qu'il y a une filiation évidente avec Projet Dernière Chance par rapport à la communication et tout l'aspect linguistique, en fait, qui est pour moi un des aspects les plus plaisants de Projet Dernière Chance, de les voir essayer de se comprendre l'un l'autre et l'ingéniosité qu'ils vont mettre en place pour traduire, en fait, ce que Rocky est en train de dire. Et Premier Contact, qui a un ton, pour le coup, pas très comique, mais qui a un film magnifique. Et maintenant que
que Villeneuve a fait Dune, on parle beaucoup plus de cela, mais en vrai, Premier Contact, c'était quand même très bien. Oui, puis c'est un film très sobre, Ouais. esthétiquement, tout en étant très beau. Et c'est pas un film qui en fait des caisses, justement, avec ce fameux dessin du cercle pour communiquer. Je trouve ça plus fort au niveau des émotions qu'un film qui coûterait 400 millions et qui t'en mettrait Oui, je plein suis la d'accord. vue. Émotionnellement, moi, ça m'a beaucoup plus terrassé que Projet Dernière Chance pour le coup. Mais oui, puis il y a même une structure qui est similaire, puisqu'en fait, on a plein de flashbacks, un personnage qui se souvient pas très bien de certaines choses. Enfin, c'est assez bien foutu. Et je voulais aussi faire une petite reco série, parce qu'il y a des séries dans l'espace qui sont absolument géniales et parmi mes séries préférées. Déjà, il y a Andor sur Disney+, qui est un bijou. For All Mankind, qui est diffusé actuellement sur Apple, qui est vraiment très très bien aussi, et une des meilleures séries récentes. Et pour moi, un chef-d'œuvre, Battlestar Galactica. Les gens l'oublient trop quand on parle des meilleures séries de tous les temps, on parle de The Wire, Breaking Bad, tout ça, mais Battlestar Galactica, c'est le feu en fait, c'est trop bien. Donc vraiment, regardez Battlestar. Si vous avez jamais eu l'occasion, c'est très addictif par contre, donc il faut prévoir 3 mois pour ne rien faire d'autre. Je suis très déçu que personne n'ait cité Stargate de Roland Emmerich, qui est quand même un chef-d'œuvre. Non, je plaisante. Je l'ai pas vu, donc non, écoute. mais je l'ai vu tard. Je pense que c'était déjà kitsch à l'époque. Ah ouais. Un peu comme, mais le Dune de David Lynch. Et donc, Oui. si tu le revois maintenant, je pense que ça va être... Mais tu peux le voir au second degré, tu vois, une petite soirée. Ouais, il faut que je le voie, parce que je suis assez complétiste avec les films dans l'espace. Donc clairement, là, ça et Event Horizon, du coup, il faut que je rattrape ça très vite, dès ce week-end. Je veux bien un débrief de Event Horizon, tu me diras. Mais je t'ai prévenu que c'était... Alors, les gens qui adorent ce film, qui ont écouté ça et qui se disent « Mais comment il ose dire que c'est nul ?» Vous pouvez m'écrire, n'hésitez pas, et je débattrai avec vous. C'est ça, on a un courrier des lecteurs. C'est nul, mais dans j'adore. le Donc podcast. voilà, vous pouvez rien faire contre ça. Je dis du bien et du mal à la fois. Merci beaucoup Mathéo Mais de rien, d'être merci venu à toi. discuter de Ryan Gosling et de Projet Dernière Chance avec moi. Comme les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller étaient de passage à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec eux. Évidemment, c'était un créneau assez court, comme dans ce genre de contexte d'interview, mais j'ai quand même pu leur parler à la fois de la solidité scientifique de leur film et aussi des costumes, et j'ai tout de suite senti que leurs yeux s'illuminaient quand on parlait des costumes. Je vous laisse écouter ça, et on se retrouve juste après. Space movies are... Les films dans l'espace, c'est quand même particulièrement complexe parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un dans le public pour vous dire « Non, mais la science, ça tient pas la route, c'est pas du tout crédible ». Comment est-ce que vous gérez ces critiques potentielles ? Est-ce que vous en tenez compte pendant l'écriture ou pas du tout ? On avait l'excellent roman d'Andy Weir comme base, dans lequel les éléments scientifiques sont déjà bien définis. Andy est le producteur du film et il était souvent présent sur le plateau avec nous en tant que consultant. Et on voulait utiliser la science comme un tremplin vers la créativité, comme il le fait dans le roman. Le scénario de Drew Goddard partait d'un principe qui est le suivant, traiter la science comme un prérequis à toute la créativité qu'on voulait insuffler dans le film. Et on a essayé de respecter ce principe à l'image. On ne voulait surtout pas simplifier la science à l'extrême juste pour faciliter le travail des cinéastes. On l'a plutôt utilisé comme une provocation créative. Ouais, comme des obstacles qu'on essayait de résoudre. Et cela a donné lieu à ces magnifiques séquences où l'on active la gravité centrifuge et où l'on utilise la lumière infrarouge pour rendre l'invisible visible. Ça a vraiment ouvert un champ de possibilités créatives immense. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive, en lisant le scénario ou le livre, de vous dire « Attends, comment c'est possible ça ? J'ai vraiment besoin qu'on m'explique là ». C'est pour ça qu'on avait Andy avec nous. On n'arrêtait pas pendant toute la production de lui dire « Excuse-moi, mais il faut vraiment que tu nous expliques ça plus clairement ». On avait même une conversation groupée tout au long du processus où on le bombardait de questions et c'était vraiment précieux de l'avoir à nos côtés. Sur le plan logistique aussi, c'est un film très impressionnant. Est-ce qu'il y a une scène ou une séquence qui vous a semblé particulièrement difficile à tourner ou qui a représenté un plus gros défi, que ce soit au niveau des effets pratiques ou des effets visuels ? Toutes, c'était le cas tous les jours, vraiment. Chaque jour, on avait l'impression de relever un défi en tant qu'équipe de tournage. Mais c'est tout à fait approprié d'un point de vue méta pour ce film qui parle justement de résolution de problèmes en groupe. Du coup, chaque jour, on incarnait l'histoire du film. Il y a eu un moment avec la marionnette de Rocky, qu'on avait mis 1 an à construire, dans un tunnel lui-même construit et sculpté en argile pendant 6 mois, avec aussi un système d'éclairage tellement puissant qu'on a dû le faire brancher sur un plateau de l'autre côté de la rue et construire un pont pour faire passer tous les câbles. Et évidemment, il fallait faire flotter Ryan dans l'espace. Et au moment du tournage, on s'est dit 1 an de préparation pour un seul instant à l'écran. En tout cas, je dois dire que vous avez totalement réussi. Merci. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des discussions que vous avez eues au sujet des costumes de Ryan ? Parce que je les ai tous trouvés iconiques.
Oh, merci. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens d'entendre ça. On a passé beaucoup de temps à travailler sur les costumes avec Glenn et Dave, les costumiers, qui étaient tous les deux fantastiques. Ryan était très impliqué, avait plein d'idées, et on voulait que chaque costume soit distinct, unique et, comme vous l'avez dit, iconique. Quand il se réveille dans cette combinaison en latex, c'est un peu comme une renaissance. C'est l'idée de départ de ce costume, comme s'il sortait en quelque sorte du ventre de sa mère. C'est comme un sac amniotique. Pour sa combinaison spatiale, on voulait qu'il ait une flexibilité maximale, tout en étant réaliste par rapport aux besoins d'une tenue de sortie extravéhiculaire. Et dans ce cas précis, nos amis de la NASA nous ont aidés à déterminer ce qu'il était possible ou non de faire. Exactement. Et on l'a conçu en rouge pour que Ryan détonne un peu, qu'il ait l'air de ne pas être encore tout à fait à sa place. Il a aussi une collection de t-shirts scientifiques inspirés de ceux que mon fils porte, parce que c'est un peu un passionné de science. J'ai donc pris plein de photos et je les ai envoyées à l'équipe des costumes. Il faut qu'on parle du pull renard aussi. Oh oui. À la base, il devait y avoir des loups dessus. Mais il y avait tellement de renards à Londres pendant le tournage qu'on a changé d'idée. Un soir, Ryan s'est retrouvé enfermé en dehors de son logement et 2 renards sont apparus devant lui. Et il s'est dit, je sais ce que je vais faire avec ce pull. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au pull renard. Il y a l'imperméable jaune aussi. Oui, l'imperméable jaune, on voulait qu'on le remarque aussi sur Terre, qu'il détonne, qu'il soit toujours bien visible à l'écran. Oui, parce qu'il ne trouve pas vraiment sa place où qu'il aille, jusqu'à ce qu'il rencontre Rocky. Mon costume préféré, c'est l'espèce de combinaison de plongée qu'il porte pour aller sur le vaisseau de Rocky. C'était quelque chose de très encombrant, mais la façon dont la combinaison réfractait la lumière, c'était magnifique, un vrai régal. À chaque scène, il y avait quelque chose de nouveau à explorer. And the sweaters. Et les pulls, tous les pulls sont incroyables. Incroyable. C'est la fin de cet épisode. Si il vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, des likes, des bouquets de fleurs, des partages. Des petits gâteaux. Des petits gâteaux, voilà, tout ce que vous voulez. Si ça ne vous a pas plu, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis voilà, à très vite. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.